Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans Né pour réussir le live. Vous savez qu'on est de plus en plus nombreux sur les plateformes. Merci à vous d'être présents sur Deezer, Spotify, YouTube, Facebook Live et pas encore Instagram, mais on sera bientôt présent. Alors aujourd'hui, j'ai une surprise de taille pour vous. C'est un moment assez exceptionnel pour moi à titre personnel et je suis très heureux de recevoir un invité de marque et vous allez voir, je vais vous le présenter juste après. Aujourd'hui, on a un format un peu spécial parce que comme on a cet invité de marque, je ne fais pas d'introduction avec justement des éléments probants pour développer votre business, mais sachez qu'aujourd'hui, on va parler de PNL, mais surtout aussi de parcours entrepreneurial avec quelqu'un qui va nous donner des clés assez incroyables. Alors, avant de le découvrir en chair et en os, je vais vous présenter une vidéo et vous allez comprendre qui est cette personne et vous allez voir que ça va être quelque chose d'assez exceptionnel pendant cette durée de ce live. Merci à toutes et à tous de nous suivre. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous les vidéos et à partager et à bien sûr vous inscrire à la page YouTube, la page Facebook aussi. Et lâchez-nous un gros pouce pour qu'on puisse continuer à vous laisser des informations et aller chercher des invités de qualité. Voilà les amis, c'est parti, on y va, c'est tout de suite. Il existait des moyens simples pour redonner pleinement votre puissance, c'est-à-dire gagner en confiance en vous, passer à l'action et surtout progresser dans les domaines qui vous intéressent. Écoutez, je suis Paul Pironnet, je suis très heureux d'être ici pour vous présenter une synthèse des outils les plus pertinents que j'enseigne depuis plus de 30 ans dans le cadre de formation, notamment en PNL, puisque je suis reconnu très largement dans le cadre de la formation et de l'enseignement de la PNL. On avance évidemment parfois plus vite seul, quoique j'en suis même plus sûr maintenant, mais en tout cas c'est sûr qu'avec les autres, non seulement on va plus vite, mais on va plus loin, c'est ce que je crois aujourd'hui. Retrouver la foi en vous, en la vie, en vos projets pour agir d'une manière plus adaptée avec encore une fois des techniques simples, efficaces qui s'intéressent au cerveau, au système nerveux et puis bien sûr au développement des attitudes plus cohérentes, plus adaptées aux objectifs que l'on poursuit. Yes, alors je vais introduire ce super invité. Bonjour Paul, merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut Mathieu, très heureux de passer ce bout de temps avec toi et avec ta communauté. Bravo d'ailleurs pour ton introduction, j'ai trouvé ton petit film très sympa. Et puis alors, me concernant, je n'avais pas revu cette vidéo depuis un petit moment, donc c'était rigolo. Ça fait toujours plaisir de revoir des vidéos qu'on a tournées il y a un moment. Et je l'ai trouvé, pour être tout à fait sincère, je l'ai trouvé vraiment très efficace parce qu'on comprend vite ce que tu peux apporter justement à la communauté. Alors, Paul, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Il y avait cette vidéo de présentation, mais est-ce que tu pourrais, toi, te présenter justement nous expliquer qui tu es, parce que tu as un parcours incroyable. C'est quand même assez fou de voir quelqu'un qui a un parcours comme le tien. Je te laisse te présenter. D'accord. Alors, d'abord, je suis quelqu'un qui est animé par l'évolution personnelle, par la transformation. Je pense qu'on est dans un monde en perpétuel changement et j'adore le changement, notamment quand il concerne l'être humain. Je fais ce métier depuis un peu plus de 35 ans, 36 ans maintenant. Et la particularité, c'est que, pour revenir un petit peu à mon essence, c'est que je suis né en communauté. Donc, j'ai tout de suite, très jeune, été marqué par deux choses. La première, c'est d'abord l'ouverture à la différence, parce que vivre ensemble dans une communauté, c'est pas forcément évident. Alors, c'est mes parents qui étaient dedans, hein. Moi, j'ai suivi mes parents, mais j'ai poussé là-dedans. Et donc, cette ouverture à la différence m'a toujours intéressé, passionné. Et puis, plus tard, quand j'ai découvert le développement personnel, évidemment, ça a eu beaucoup de sens pour moi. Et puis, la deuxième chose, c'est peut-être le fait d'avoir été très jeune, marqué par des personnes qui, autour de moi, avaient fait des vrais choix de vie. C'est-à-dire qu'ils avaient parfois quitté des fonctions très confortables parce qu'ils croyaient en un projet ou un sens qui était notamment vécu à travers ce regroupement de personnes qui, à l'époque, défendaient des causes importantes comme la défense du Larzac, comme des trucs en France qui remontent aux années 60-65, puisque je suis né en 65. Et voilà. Et donc, ces deux choses, l'ouverture à la différence et
et la connexion peut-être très jeune à des personnes qui avaient fait vraiment des choix de vie importants, ça m'a probablement beaucoup influencé sur tout mon parcours de vie et notamment à travers l'évolution personnelle. J'ai commencé par faire du sauvetage en mer pendant 5 ans et puis ensuite, par souci d'efficacité en fait dans ce job, j'ai commencé à faire du développement personnel pour mieux gérer la dimension émotionnelle et relationnelle, parce que entre souffler dans un mannequin quand on s'entraîne et puis le faire auprès d'une personne quand on a la famille autour qui est en état de choc, c'est une autre histoire. Donc, du coup, je me suis beaucoup intéressé aux facteurs humains dans la notion de performance, parce que j'étais très boosté par la performance, un peu trop d'ailleurs à l'époque. Enfin, c'est pas que j'étais trop dans la performance, c'est que j'avais oublié que j'existais en tant qu'individu dans ce sous-jacent de la performance. Et c'est comme ça qu'à travers le développement personnel, du coup, j'ai eu une orientation de vie dans les premières années centrée sur un développement d'activité en entreprise autour du facteur humain, parce que je me suis formé pour ça. Et puis, au fil des ans, j'ai monté des écoles. Et puis voilà, ça fait 35 ans maintenant que je forme et accompagne, on pourrait dire aujourd'hui, des centaines de personnes par an, que ce soit en ligne ou en salle. Et je suis toujours autant animé, en fait, par cette démarche de transformation personnelle et professionnelle, puisque je travaille sur les deux. Excellent. Voilà. Exceptionnel. Il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué avec les interactions qu'on a eues, Paul, c'est ta bienveillance. Et c'est important parce que j'accompagne énormément d'entrepreneurs et pas mal de coachs en marketing et en développement de business. Et je trouve que c'est un facteur qui est important dans le développement de l'entreprise, dans le développement humain, bien sûr. Le fait d'être ouvert comme ça et de pouvoir dire, OK, pourquoi pas, faisons ça ou avançons. Est-ce que la PNL t'a aidé justement à te développer en tant que personne? Alors, beaucoup. Alors après, comment? C'est-à-dire que la PNL est une philosophie qui est très axée sur la mise à jour, la mise au jour des processus de fonctionnement qui fonctionnent, puisqu'on s'intéresse au comment ça marche quand ça marche. Et donc, avant, parce que c'est pas ma première approche, la PNL, j'ai d'abord été formé en Gestalt thérapie, qui est très axée sur l'accueil et la gestion des émotions. Et Dieu sait que j'en ai eu bien besoin. Ensuite, j'ai fait beaucoup d'analyses transactionnelles. Ça a été d'ailleurs mon premier outil pour intervenir en entreprise. Et puis après, j'avais eu des petites touches de PNL, mais j'avais été très séduit au départ par d'abord un livre et puis ensuite des petites touches de PNL que j'avais dans différents séminaires. Et en 90, quand j'ai commencé à avoir envie d'aller plus loin dans ce métier, parce que j'ai commencé en 1987, novembre 87, mais en 90, des professionnels qui étaient beaucoup plus âgés que moi à l'époque m'avaient dit, tu sais Paul, si tu veux faire une carrière vraiment et que tu veux utiliser la PNL, fais-toi une vraie formation et pas seulement des petits bouts à droite à gauche. Et c'est comme ça que, comme à l'époque, j'avais pas vraiment le budget pour aller investir sur des grosses formations, j'ai donc fait venir à Grenoble Alain Quérol, qui était à l'époque pour moi la référence. Enfin, c'est toujours un homme, une grande référence, mais voilà, qui était un peu la référence en PNL, qui avait co-construit l'IFPNL, l'Institut de formation PNL, donc premier gros institut français avec Josiane de Saint-Paul à Paris. Et puis à l'époque, ils étaient un petit peu... Enfin bon, ils avaient déjà fait une dizaine d'années de travail ensemble et donc du coup, ils se sont séparés. Et puis moi, dans ces premières années, j'ai proposé à Alain Quérol de venir à Grenoble. Et puis du coup, ça a été le point de départ d'une collaboration sur 10 ans, puisque nous avons co-développé d'abord en région Rhône-Alpes et puis à partir de 1995 dans une dizaine de villes en France, la PNL. Et pour moi, ça a été une aventure entrepreneuriale très importante. Et à ce moment-là, mon propre développement s'est accentué évidemment par la mise en pratique de la PNL. Et ce qui a été très puissant pour répondre à ta question, c'est que la PNL, d'abord, remet beaucoup en valeur, on pourrait dire, le potentiel humain, très centré sur quand ça marche, comment ça marche, ce qui veut dire qu'on est orienté sur des solutions. Et c'est le côté un peu opérationnel et valorisant de l'être humain que j'ai vraiment apprécié dans cette approche, où après quelques années d'avant, où on était plus dans... quand tu as un problème, au fond, quelle est la cause de ce problème, le pourquoi du problème. On revenait beaucoup, dans le sens un peu thérapeutique d'ailleurs du terme, sur le passé. Et puis,
avec la PNL, ça a été les grands prémices, on pourrait dire, d'une nouvelle façon d'accompagner. C'est comme ça que le coaching est arrivé, puisqu'il est arrivé en 95-96 en France. Et à l'époque, avec Alain Carole, on avait d'ailleurs ouvert un deuxième département qui s'est appelé l'Institut de Coaching, ICI, Institut de Coaching International, parce qu'on avait ouvert comme ça, parce qu'on touchait à l'époque le monde francophone. Et puis, c'est devenu une entreprise à part entière à partir des années 2000, puisque Alain Carole a repris ce département et l'a constitué une entreprise. Et puis après, on a chacun avancé ensemble dans nos propres directions. Moi, j'ai recréé une deuxième structure autour de Cohésion internationale pendant ma deuxième décennie, entre 2000 et 2010. Et puis, lui a développé l'ICI là-bas. Donc, tout ça pour dire que la PNL a été pour moi un outil extrêmement puissant pour me recentrer à la fois sur mes valeurs, sur mes projets, mes objectifs, sur comment aller rechercher des ressources en interne pour pouvoir me déployer et puis mieux communiquer. Alors, pendant toutes ces années, il y a eu aussi la rencontre avec Tony Robbins, qui a été un de mes mentors, on va dire, à un moment, notamment avec Roger Lanois, puisque je sais que tu travailles un petit peu avec lui. Et on salue d'ailleurs Roger si jamais il nous entend. Et pourquoi je parle de Tony Robbins? Parce que moi, j'avais une PNL qui était très puissante, très raffinée, mais un peu trop peut-être mentalisée, puisqu'on est un peu en France. Et le côté américain, notamment avec Robbins, m'a permis d'aller plus loin dans la PNL, notamment en y rajoutant et en allant peut-être plus profondément dans l'expérience personnelle. Et il faut savoir que dans les années 2000, j'ai connu peut-être les années les plus noires, parce que suite à des conventions de formation assez importantes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je me suis retrouvé dans les années 2000 avec une perte de 130 000 francs. À l'époque, on était en francs, sur une société qui fait 50 000 francs de capital. Et donc, du coup, il y a eu l'intervention du tribunal de commerce, tout ça. Et puis, j'avais 7 salariés, 280 mètres carrés de bureau. Enfin, bon, j'étais devenu une belle entreprise. Et en fait, tout ça s'est un petit peu écroulé. Et j'ai passé des années peut-être les plus noires de ma vie à ce moment-là. Et du coup, pour traverser cette période qui a été très, très forte, très dure aussi, faut savoir que j'ai fini chez un psychiatre. Vraiment, j'ai eu vraiment des années très, très compliquées. Je n'ai pas mangé tous les jours pendant cette période, mais il y a une chose qui m'animait plus que tout, c'était les séminaires de PNL que j'ai continué à animer à perte. On l'a pas trop su à l'époque. Et pour me redresser, jamais je n'ai autant utilisé la PNL, si tu veux, parce que j'en avais eu une expérience pendant 10 ans, ce qui était quand même beaucoup, tu vois. Entre l'application, la compréhension, l'accompagnement d'autres personnes, etc. Mais dans ces deux années et demie là, qui ont été les plus compliquées, je n'ai jamais autant utilisé la PNL pour traverser en fait cette situation où je me revois dans ma cuisine à me remobiliser énormément. Et là, il y a eu vraiment peut-être une intégration avec une profondeur comme jamais je l'avais eu. Et du coup, je crois que dans les années qui ont suivi, je n'ai jamais enseigné la PNL de la même façon après ces années noires. Et tout ça pour dire que voilà, la PNL a été pour moi un support très, très important de croissance. Ça m'a permis aussi d'aider évidemment de très, très nombreuses personnes dans leur développement. Je le fais toujours. Et voilà, je crois qu'après plus de 50 000 heures de pratique de cette approche, je commence à avoir une bonne sensibilité sur l'impact qu'a pu avoir d'abord sur ma vie, mais aussi sur la vie de tellement d'autres personnes. Exceptionnel. Merci Paul de ta transparence. C'est vraiment, ça me touche beaucoup parce que dans nos métiers, souvent, tu vois, les choses sont très enjolivées. Alors je sais qu'on a quand même une vision assez commune là-dessus. L'idée, c'est pas de montrer des Ferrari et de dire qu'on peut devenir multimillionnaire. C'est pas l'objectif. Et j'aime beaucoup ta vision de dire, OK, bah, j'ai eu un challenge à un moment. Je me suis appuyé sur mes compétences, sur ce que je connaissais pour travailler là-dessus, parce que contrairement à ce qu'on vend généralement sur Instagram, sur d'autres supports comme ça, la vie d'un entrepreneur, à ma connaissance, ça fait aussi 20 ans que je fais de l'entrepreneuriat, c'est pas une droite. Ah non, ça c'est… On est d'accord. Donc, voilà. C'est ça qui fait la beauté de l'aventure d'ailleurs. Et on est d'accord. Et je pense que pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est une clé vraiment importante de comprendre que
c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. J'aime ce graphe où tu vois qui est comme ça en vague. Toi qui as été sauveteur. Et mon job à moi, et je pense que le tien, tu travailles aussi pas mal là-dessus, c'est que dire aux gens, bah, quand vous êtes en bas, vous avez les clés pour pouvoir remonter, rebooster, monter votre niveau d'énergie, vos niveaux de compétences, vos formations, pour pouvoir vraiment rebondir. Et peut-être si tu n'avais pas fait cette formation à l'époque de PNL, bah, dans ta vie personnelle, tu n'aurais pas eu ce rebond. Ah ben c'est clair. Et puis tu sais, bon, je te parlais d'un rebond, mais les rebonds, ils ont été très nombreux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une façon d'être au monde, tu vois. Moi, je crois réellement que les challenges, les crises que nous rencontrons sont là pour nous révéler, en fait, au fond de nous, à travers la manière. Parce que le problème n'est jamais à l'extérieur. Le problème est toujours dans la manière dont nous allons gérer la crise, que ce soit une séparation, que ce soit une perte de job, que ce soit un non à l'égard d'une banque auprès de qui on aimerait avoir des choses. La vraie question, c'est comment j'interagis avec ce monde. Pour moi, c'est ça la première chose. Et cette interaction, elle vient d'où? Elle vient d'abord de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et ce que je trouve de puissant dans la PNL et ce que je trouve de puissant dans la vie, c'est que la vie, elle est là pour nous faire grandir. La vraie question, c'est comment nous, on a le… D'abord, est-ce qu'on a le choix? On a un choix qui est plus ou moins conscient d'interagir et de co-construire avec ce qui nous arrive, mais c'est un choix qu'on peut faire grandir, tu vois, par d'abord de la conscience, parce que c'est la conscience qui va nous élever, mais la conscience ne suffit pas, il ne suffit pas d'avoir compris pour que ça marche, il faut aussi, évidemment, qu'on immobilise l'énergie qui va avec, hein, c'est-à-dire la faculté à faire face et puis aussi à interagir de manière constructive. Donc, toute la force, en fait, pour moi, et la beauté de ce monde réside dans ce choix que nous avons entre une stimulation qui nous arrive et la réponse qu'on va mettre en face, quelles que soient les situations. Et c'est ça qui me fait, j'ai vraiment envie de dire… kiffer cette vie, c'est de voir à quel point, quelles que soient les histoires qu'on a eues, quelles que soient les contraintes qu'on rencontre aujourd'hui, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, mais comment, d'une personne à l'autre, on a des écarts énormes sur la manière de faire face à des situations. Et ça, c'est un entraînement, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Alors, bien sûr, le succès derrière ça, c'est quoi? C'est le fait d'atteindre des objectifs, c'est de grandir, de développer, au fond, d'avoir en retour ce qu'on a à croire, ce qu'on aimerait avoir. Ça peut être de l'argent, une belle voiture, un bon poste, etc. Et puis, au-delà de ce succès, hein, qui est une succession, pour moi, c'est vraiment le succès, ça va se chercher avec une succession d'actions, travailler dans la même direction, en fait, tu vois. Mais au-delà de ce succès, la vraie question, c'est au-delà de ça, qu'est-ce que moi je vis dans mon quotidien? Est-ce que ce que je vis est un kiff suffisamment grand? Parce qu'on peut se retrouver dans les plus beaux hôtels du monde, on peut se retrouver dans les plus beaux contextes, mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui touche mon cœur? Qu'est-ce qui allume véritablement? Et quand on connecte véritablement à ce que j'appelle, moi, sa mission de vie, système de valeurs personnelles, et ensuite comprendre à quoi on sert dans le monde, pour qui et qu'est-ce qu'on a envie d'apporter, eh bien, on touche cette fameuse deuxième dimension, hein, après être auteur, acteur de sa vie. Bon, ça, c'est des grands fondamentaux qu'on a besoin d'acquérir. Ensuite, je crois que la deuxième strate, c'est d'aller se chercher sur sa mission de vie. Et quand on est en mission, il y a quelque chose de fantastique qui se passe, et c'est le cas pour toi, parce que tu fais évidemment face à tout un ensemble de contraintes, mais qu'est-ce qui te rend heureux? C'est le fait que tu as choisi d'être là. C'est le fait que les situations que tu rencontres, et c'est ça, être aussi un entrepreneur, et pas seulement un entrepreneur professionnel, dans le fait de bâtir une vie, un business, mais c'est d'être entrepreneur dans sa vie avec son conjoint, avec ses enfants, avec ses amis, avec sa santé, avec tous les domaines de sa vie. Et être entrepreneur, c'est accepter, par définition, de se confronter à des situations compliquées pour pouvoir grandir avec. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est quand on est connecté à ses valeurs et qu'on sent que ce que l'on vit, ça fait partie de la game, hein, quelles que soient les situations, positives ou négatives, parce qu'on est là pour grandir avec ces situations, ça nous met dans un autre facteur. Et moi, ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui dans le développement des personnes,
c'est de passer faire ce transfert de positionnement à l'égard des situations de la vie. Et de grandir, pour moi, c'est la chose la plus grande, la plus positive, c'est de pouvoir grandir avec les événements. Tu sais, moi, je rencontre, enfin, je parle, là, je peut-être te Ah non, redonner. vas-y. Alors franchement, les amis, prenez de quoi noter parce que j'adore. Et tu es tellement généreux. On écoute avec grand plaisir. Moi, si tu veux, il y a trois grands positionnements, pour faire simple, que tout le monde peut reconnaître assez vite, et dans lesquels on se retrouve tous. Et je fais évidemment partie de ces personnes, je l'ai beaucoup fait. Alors maintenant, avec le temps, j'essaie de grandir avec ça, mais c'est jamais complètement terminé. Le premier positionnement, c'est un positionnement que j'appelle un peu de soumission, de suradaptation, où on a une tendance un peu à se dévaloriser à l'égard de certaines situations, de certaines personnes, certains contextes. Et c'est pas un défaut, c'est une modalité de fonctionnement qui découle évidemment d'une histoire. Mais il faut savoir qu'on a tendance parfois à se suradapter à un système qui ne nous convient pas, un boulot qui ne nous convient pas, une relation qui ne nous convient plus, un contexte. Mais on ne sait pas trop faire autrement. Et donc, la tendance que nous avons, la naturelle, c'est de se dire qu'après tout, ça va quand même et qu'il y a pire autour de nous, tu vois. Et du coup, il y a tout un ensemble de mécanismes comme ça qui sont au fond des mécanismes de suradaptation et qui font qu'au fil du temps, au fil des années, on peut réussir beaucoup dans un domaine et se retrouver, tu sais, à monter les barreaux de l'échelle et puis à finir en haut de l'échelle en ayant ce sentiment d'avoir posé l'échelle sur le mauvais mur. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas allé chercher au-delà du succès, qu'est-ce qu'on nourrit véritablement en soi. Et quand on n'est pas dans cette dimension-là, on ne s'est pas encore éclairé suffisamment de l'intérieur, et bien du coup, on est très extérieur, on essaie de briller avec l'environnement, on se compare aux autres, etc. Et dans cette interaction, on peut être dans cette posture un peu de soumission. Alors ça, c'est la première chose, et on va, sans même s'en rendre compte, développer une conscience pas forcément très éveillée sur le fait que la vie est comme ça et que c'est pas, on peut pas faire trop autrement, etc. Bon, ça, c'est une première posture importante que je vois. Et là, on va retrouver des gens qui vont se dévaloriser. J'en ai fait longuement partie. Et donc, dans ce phénomène de suradaptation, finalement, au fil des ans, on finit par se demander, en fait, qu'est-ce qu'on fait là, véritablement. Et donc, c'est là où le travail intérieur va permettre de faire, on pourrait dire, une vraie transition. La deuxième positionnement que je vois, et on le voit notamment un peu à travers ces situations contraignantes qu'on traverse. Alors, on peut parler du Covid, du pass, en fait, toutes ces situations qui sont autour, où là, pour le coup, les gens sont en tension interne parce que subissant dans certains domaines de leur vie, ils vont tout d'un coup avoir des réactions qui sont au contraire très contrôlantes, très agressives parfois, où là je veux absolument m'en sortir, je veux tout contrôler, ma vie, les autres, le monde, et je me retrouve dans une certaine agitation, une certaine tension, une certaine voilà, j'en veux toujours plus, avec derrière, évidemment, cette peur, en quelque sorte, de pas y arriver. Donc, on sent qu'on est un peu dans un devoir de réussir, dans un besoin de tout contrôler, un besoin de briller à l'égard des autres. Tu vois, c'est un peu le contre-pied de ce que j'évoquais avant. Et dans ces deux modalités, en fait, on est toujours dans un rapport au monde qui est un rapport un peu soit de soumission, soit de contrôle. Tu me suis sur l'idée. Voilà. Donc, dans ce truc-là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une forme d'insécurité intérieure qui va nous connecter un peu à notre ego, qui va soit nous mettre dans de la suradaptation, soit au fond dans du besoin de contrôle. Donc ça, c'est un peu les deux grosses positions. Puis il y en a une troisième qui oscille un peu entre les deux, c'est celle des personnes qui sont un peu dans ce que j'appelle, moi, la procrastination heureuse, c'est-à-dire que tout n'est pas super, mais bon, je m'intéresse à des tas de choses, j'écoute des vidéos, je lis des livres et tout ça, mais la réalité, c'est que je ne change pas. Je ne passe pas à l'action. Je n'intègre pas dans mon quotidien des choses pour pouvoir faire évoluer les choses. C'est-à-dire que je me dis que pour l'instant, ça va plutôt bien, il y a pire que moi, etc. Donc, on est un peu dans ce confort parce que le système nerveux adore le confort, il adore ce qu'il connaît et du coup, on reste un petit peu là-dedans et on finit un peu, tu sais, comme dans cette pièce dans laquelle tu restes longtemps, mais tu ne te rends pas compte que l'odeur, il serait temps d'aérer parce que tu es dedans, en fait. Ce n'est qu'en sortant du système que d'un coup, tu te rends compte que tu t'es retrouvé un peu longtemps enfermé dans un système qui ne t'allait pas, une relation qui ne t'allait pas, un job qui ne t'allait pas, une santé qui ne t'allait pas trop. Mais comme on s'est habitué à être là-dedans, on est dans cette fameuse procrastination heureuse et on n'a pas décidé, et c'est là que le point va faire la vraie différence, c'est-à-dire de mettre l'énergie pour changer.
d'aller se chercher sur les modalités qui vont permettre d'évoluer. Et pour ça, ça suppose de prendre des responsabilités. Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de liberté sans prise de responsabilité. Et cette responsabilité, pour qu'elle soit prise avec bonheur, encore faut-il qu'elle soit prise de l'intérieur. C'est-à-dire, quels sont les systèmes de valeurs qui sont importants à mes yeux aujourd'hui, que je peux détecter d'ailleurs à travers mes frustrations du moment, parce que chaque frustration est finalement là pour nous révéler dans ces importants. Et à partir de là, de me dire, waouh, qu'est-ce qui m'anime? Quelle responsabilité je prends? Où sont mes désirs? Où sont mes passions? Où sont mes sources de stimulation les plus grandes? Et à partir de là, de faire des choix sur des visions qui vont privilégier, en quelque sorte, des visions, des projets, des objectifs, qui vont privilégier ça. Et à partir de cette conscience à la fois de ces valeurs et de ces actions, eh bien, de ces visions, pardon, eh bien, cette énergie, elle va monter. Elle va monter, cette motivation va monter. Après, j'ai juste à m'entourer de personnes, à trouver, c'est incroyable sur Internet ce que peut trouver comme ressources pour avancer, pour interagir, pour se former. Et c'est comme ça que je crois que les choses reprennent de la puissance. Mais Dieu sait qu'est-ce qu'on est heureux quand on est animé par quelque chose qui vient de l'intérieur, parce qu'on fait ce qu'on aime. Et c'est dans cette dimension de mission qu'on est capable d'assumer des zones de pression dingues d'ailleurs. Parce que c'est plus... Enfin, on adore le succès à l'avenir, mais le plus important, le succès, c'est juste une cible. Ce qui importe, c'est la manière dont on y va et le plaisir qu'on prend à progresser dans cette direction-là, parce qu'on sent qu'en allant dans cette direction, eh bien, on va pouvoir soutenir, aider, contribuer. Moi, je dis qu'il y a deux choses qui rendent vraiment heureux. C'est un, avoir le sentiment que ce que je vis, ce que je fais, ce que je partage, je l'ai choisi. Et la deuxième chose, c'est le sentiment d'être utile. Utile pour des personnes, utile pour une société, utile pour un environnement. Bref, voilà. Donc, c'est ça qui m'anime beaucoup, comme tu peux l'entendre, dans mes propos. Excellent, merci Paul. Parce que là, c'est génial, tu nous as donné des clés assez incroyables et on sent que toi, c'est ta mission. On sent que vraiment, tu es animé par ça et j'invite tous les internautes, tous les auditeurs qui nous écoutent à trouver aussi leur mission. Et j'ai vraiment aimé cette représentation de l'échelle. Et effectivement, il m'arrive très souvent de coacher des gens, et toi aussi certainement, qui sont arrivés vraiment en haut de l'échelle. J'ai un client qui fait 400 000 euros par mois, qui est dans une grosse société, une big pharma, mais il n'est pas heureux. Et il ne sait pas comment sortir de là parce qu'il a trouvé il s'est mis dans une situation où ses frais sont très hauts. Et voilà, alors effectivement, quelqu'un d'extérieur va dire, mais écoute, tu ne vas pas plaindre quelqu'un qui gagne 400 000 euros par mois. Non, certainement pas. Mais il a le droit d'être malheureux. Tu vois, et effectivement, je pense que la PNL t'aide à avancer là-dedans. J'avais une question, Paul, d'un point de vue entrepreneurial. Oui. Tout à l'heure, tu as parlé de ton parcours et dans les années 87, puisque tu as commencé en 87, 90, quand tu es arrivé avec la PNL, tu sais, c'est un peu comme dans les années 50, les gens qui faisaient du culturisme ou du bodybuilding, hein, on les prenait pour des fous. Donc toi, tu devais être dans ce qu'on appelle l'océan bleu, c'est-à-dire que tu avais peu de concurrents, des gens qui ne connaissent pas. C'est un de mes cas pour une de mes entreprises où on fait un métier qui est un peu particulier, donc les gens ne connaissent pas. Comment est-ce que toi, tu as fait justement pour un peu évangéliser autour de toi un public ou parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Non. Voilà. Comment est-ce que tu as fait justement pour sortir cet océan bleu et faire connaître un peu ton savoir-faire? Parce que je pense que tu parlais d'Alain Carole tout à l'heure. Vous avez quand même fait beaucoup pour évangéliser un peu autour. Et s'il y a beaucoup de coachs actuellement qui sont qui travaillent aussi de ces ressources-là, c'est aussi un peu certainement grâce à vous. Tout à l'heure, tu parlais de Roger Lannoy, enfin, tu parlais de plein de gens comme ça qui étaient là depuis très longtemps et qui ont fait aussi beaucoup de choses. Aujourd'hui, on voit pléthore de coachs sur les réseaux sociaux ou des gens en plus qui malheureusement n'arrivent pas forcément à vivre de cette activité, qui sont passionnés. Parce que c'est pas forcément, et c'est ce que j'apprends aussi dans mes webinaires, dans mes séminaires et mes formations, c'est à vivre de son activité. Mais qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, justement, quand tu arrives comme ça dans un univers et pour essayer de te positionner ou évangéliser un peu ton public? Alors, tu le sais bien, tu sais, dans le business, il y a des principes sur lesquels il faut tout repose. Le premier, c'est qu'il faut être attractif. Le deuxième, c'est qu'il faut convertir. Et le troisième, il faut savoir livrer. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait au départ ?
je me suis d'abord formé. Ça, c'est très important parce que se former avec des personnes que j'ai choisies comme étant des mentors. C'est-à-dire, moi, j'ai cherché les meilleurs et j'ai beaucoup investi temps, énergie, argent pour me former. Et vraiment, c'est la meilleure façon aujourd'hui d'intégrer des savoir-faire voilà, qui sont importants. Si on parle d'accompagnement, notamment de coaching et autres, bah, c'est devenu un vrai métier. Et je peux vous dire que dans ces 30 dernières années, il s'est beaucoup affiné, ce métier. Donc, première chose, se former. La deuxième, c'est qu'après, une fois qu'on est prêt à y aller, eh bien, faut oser y aller. Faut passer le pas. Et même si on n'est pas complètement au top, moi, j'étais très animé de l'intérieur. Donc, comme la première année où j'ai dû aller chercher du monde pour réunir des personnes autour de la première formation que je faisais à Lyon, enfin, pardon, à l'époque, j'étais à Grenoble, donc avec Alain Quérol. Bon, j'avais choisi une star, en fait, en quelque sorte. Donc, du coup, j'ai décidé de monter un groupe. Ça m'a pris un an. Et j'ai fait des conférences. Voilà, j'ai informé. Moi, pendant les 3 premières années, je faisais pratiquement 2 conférences par semaine que je faisais passer par des petites annonces et tout ça. Et je me suis retrouvé combien de fois avec parfois 2 personnes, parfois 50, parfois plus, parfois moins. Et donc, voilà, je n'ai jamais cessé d'envoyer en quelque sorte. Donc, on n'avait pas les réseaux sociaux, mais j'ai beaucoup travaillé pour aller au-devant des personnes, créer du lien avec eux. Et puis, à partir de là, l'interaction, bah, voilà, ça s'est fait. Après, on avait fait les premiers séminaires, puis on a continué. Parce qu'en général, quand tu mets en place des séminaires, c'est les 2 ou les 3 premiers sont j'allais dire, presque les plus simples à mettre en place. Parce qu'au début, bah, tu vas commencer à communiquer, donc tu vas attirer ceux que tu connais, puis les autres. Le deuxième, bah, tu vas commencer à attirer ceux que tu n'avais pas attirés la première fois, mais qui vont venir parce qu'ils ont entendu un petit peu parler de toi. Mais c'est à partir de la 3e fois que là, tu vas avoir besoin de ce qu'on appelle un système. Un système, c'est-à-dire un travail précis. Enfin, il y a des étapes précises pour pouvoir, évidemment, attirer. Alors aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a beaucoup de matériel, mais en même temps, il y a beaucoup plus de monde. Mais c'est quand même, je crois, en termes de technologie, beaucoup plus facile aujourd'hui de toucher du monde, même si on est plus nombreux. Et le point clé, de toute façon, que vous ayez peu de monde ou beaucoup de monde, le point qui va faire toute la différence, c'est votre capacité, pour moi, à créer du lien avec les personnes, c'est-à-dire, d'abord, c'est une clarté de positionnement, ensuite, c'est évidemment un travail de vulgarisation des points sur lesquels vous accompagnez les personnes, quels sont leurs problèmes, quelles sont les solutions vers lesquelles vous les amenez. Savoir parler, évidemment, à son public, c'est très important. Et puis, la 3e chose, après, bah, c'est de rayonner votre message, et pas seulement pour vendre un produit ou pour les attirer à vous, mais simplement pour faire passer ce qui vous anime, c'est-à-dire sensibiliser des personnes sur votre message, sur vos clés, sur votre réflexion, sur votre éthique. Voilà. Donc, ça, c'est un travail de conception, et j'ai envie de dire de rayonnement, de communication. Donc, il y a des strates à passer, et c'est évidemment important d'apprendre à le faire parce qu'on gagnera beaucoup de temps. Après, une fois qu'on a attiré des gens à soi, c'est-à-dire qu'on a récupéré au moins un mail et un prénom, bah pour moi, tout l'enjeu, ça va être de créer du lien avec ces personnes. Et créer du lien, ça veut dire interagir, parler, humaniser en quelque sorte cette relation. Et donc, il y a plein de façons de le faire. Tu le fais très bien, notamment avec, par exemple, ce type d'intervention où tu invites les gens à non seulement te découvrir, mais aussi à interagir avec toi ou avec des personnes avec lesquelles tu as décidé d'avancer. Et cette interaction, elle est essentielle. Créer un groupe, créer une communauté, c'est très, très important. Et puis enfin, à partir de là, après, il va falloir livrer, c'est-à-dire offrir aux gens des prestations qui rentrent dans le cadre de leur demande et du positionnement qui a été choisi. Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais fini. Il va falloir attirer. 2, il va falloir transformer. Et 3, il va falloir livrer. Attirer, ça permet d'obtenir des contacts. Transformer, ça permet d'obtenir des clients. Et puis, une fois qu'on a livré correctement, ça permet d'obtenir des fans. Voilà. C'est quelque chose qui n'est jamais fini en termes, on pourrait dire, d'ossature et de construction de business. Mais pour que ça fonctionne, je crois que la clé la plus importante, c'est d'être au clair ce qu'on a envie de faire passer. Est-ce que je fais passer un message pour aller vendre un produit, ou je fais passer un message parce que je suis touché par une chose et j'ai juste à cœur
de sensibiliser des personnes sur leur capacité à se transformer dans ce domaine-là ou à trouver des solutions dans le domaine pour lequel j'ai décidé de communiquer. Que ça peut être, je sais pas, moi, je peux me spécialiser dans la dépendance affective, dans le business, dans la confiance en soi, bref, quelle que soit la situation que je choisis, le positionnement que je choisis, l'important, c'est d'avoir un message qui vibre de l'intérieur, en fait, et qui soit dont j'ai l'impression que celui qui le fait passer est d'abord rémunéré par le plaisir qu'il a à donner. Alors évidemment, le retour, le feedback, le succès, pour moi, c'est juste une conséquence, en fait. Et alors, cette clé, elle est vraiment extraordinaire et merci de nous la partager, Paul. Et c'est ce que j'allais te dire, en fait, dans ton marketing, que ce soit sur ton site web, tes vidéos, ton travail que tu fais, ta personnalité ressort à un point assez incroyable. Et pour moi, c'est moi qui ai eu une agence pendant 20 ans, une agence de communication et de marketing, on a travaillé pour des grandes marques. Pour moi, c'est vraiment la clé dans le coaching, dans l'accompagnement, c'est d'être en sincérité. Et tout à l'heure, tu as dit un mot qui est vraiment, vraiment fort parce que c'est de délivrer la passion avant de délivrer le produit. Et quand on voit qu'il n'y a pas de réussite, je dirais business, hein, j'entends, je ne me permettrai pas sur d'autres choses, quand on voit que ça bloque à ce niveau-là, souvent les gens sont bloqués parce qu'ils n'ont pas réussi à transmettre cette passion, à aligner leur identité forte, leur identité de marque, leur identité d'entreprise. Et souvent, quand on est coach ou qu'on accompagne, bah, c'est souvent sa propre identité que l'on met dedans. Hein, on ne peut pas se cacher trop longtemps derrière un faux persona, une fausse image. Ça, on ressort très vite, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Quand tu travailles sur ta page YouTube, quand tu travailles sur tes réseaux sociaux, tu ne peux pas ne pas être aligné avec ta personnalité et tes valeurs. Et ça m'a amené justement à la question suivante. Comment, pour toi, concilier ta personnalité, donc ta vie privée en tant que personne, mari ou femme, ou père de famille, maman, et entrepreneur, qui aujourd'hui, dans nos métiers, on est des entrepreneurs assez exposés, vraiment exposés de la part de beaucoup de médias. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à passer le pas parce que ça peut devenir compliqué. Je parle des grands médias, ça peut être des TV voilà, courantes, mais je parle surtout des réseaux sociaux. Comment est-ce que toi, tu fais pour concilier tous ces éléments-là et pour te protéger aussi? Alors, le point clé, c'est le pourquoi on fait ça. Ça revient à ces finalités, à ce système de valeurs et l'équilibre dans lequel on décide d'être, si tu veux. Et tout le monde ne va pas construire son activité de la même façon, avec ces domaines, on va dire, d'équilibre de vie de la même façon, parce qu'on n'est pas les mêmes personnes. Par contre, ce qui est commun, je crois, au fait de se sentir heureux, c'est le fait d'abord de bien méditer sur l'ensemble de ces domaines de vie, perso, social, professionnel, amical, affectif, famille et autres. Et ensuite de se dire où sont mes véritables priorités. Et tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, tout le monde n'a pas les mêmes sensibilités, tout le monde n'a pas les mêmes façons de se développer, tout le monde n'a pas le même message. Voilà. Donc, il faut trouver sa couleur. Et l'important, c'est au fond d'être le plus authentique avec ses choix de vie. Et ce qui est vrai pour une personne n'est pas forcément vrai pour une autre personne. En ce qui me concerne, moi, je suis très animé, c'est-à-dire que la partie professionnelle et personnelle est parfois un peu confuse. Pourquoi ? Parce que, par exemple, j'adore voyager et j'utilise beaucoup mon métier pour aller à la rencontre des gens et du coup de voyager en même temps. Moi, j'adore les gens, c'est-à-dire que j'ai… en séminaire, je ne suis pas seulement pour enseigner, même si c'est une des valeurs importantes qui me porte aujourd'hui, hein, c'est la transmission. Mais au-delà de ça, moi, j'ai besoin de connecter avec les gens. Donc, par exemple, j'ai fait des choix d'avoir des groupes qui ne soient pas trop importants parce que je veux préserver, en quelque sorte, la qualité de cette relation, cet échange, cette intimité qu'on a. Et si un jour… ceux qui me connaissent, qui sont venus, par exemple, dans des universités d'été comme on a à Pralognan ou différents séminaires, te diront qu'il y a une connexion qui est… Enfin, moi, j'ai besoin de vivre quelque chose qui ne soit pas seulement une relation d'enseignant à enseigner, mais j'ai besoin de me retrouver autour d'une table. Donc, je vais très volontiers manger avec des stagiaires. J'aime pas avoir cette séparation
entre les stagiaires, c'est pas mon truc. Voilà. Maintenant, il y en a d'autres qui l'ont et c'est très bien. Quand je discute avec mon frère de cœur et ami David Laroche, par exemple, on a des conceptions assez différentes. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes sensibilités. Lui, il va adorer les très grands groupes et jamais il ira manger avec des stagiaires. Ou alors, c'est dans un cadre d'un cadre qui a été défini, un peu très, très spécial. Moi, le fait d'avoir cette distance-là, je ne suis pas bien, en fait. Quand je suis invité, par exemple, sur des gros événements et qu'on me coupe un peu la distance avec les gens parce qu'on me privilégie dans des espaces, bon, je le fais, hein, mais la réalité, c'est que moi, j'ai besoin de… Moi, j'adore aller me retrouver autour d'une table et discuter directement avec les gens parce que j'aime ça, c'est ma sensibilité. Voilà. Donc, de temps en temps, je fais des événements avec des grands groupes, mais je ne suis pas aussi heureux que quand je suis avec 10, 15, 20 personnes pendant 20 jours à la montagne, on va faire du sport ensemble, on va faire des trucs à côté parce que je prends un kiff. Donc, j'ai beaucoup d'amis aujourd'hui qui découlent des relations que j'ai pu co-créer avec ces personnes, parfois sur un séminaire, 2 séminaires, 3 séminaires. En plus, on a des formations qui sont parfois assez longues, dans des transitions de vie qui sont assez importantes. Donc, on crée des liens qui sont assez forts. Et en plus de ça, moi, j'ai besoin de travailler avec des gens avec qui je partage évidemment des valeurs fortes. J'ai vraiment une connexion de cœur. Et je suis assez ouvert à des personnalités assez différentes. Donc, parfois, d'une personnalité à l'autre, je vois bien que les gens ne sont pas forcément sensibles aux mêmes choses. Moi, je trouve que j'ai une caractéristique, c'est que je m'ouvre assez largement à des personnes assez différentes, de milieux assez différents. Et j'aime cette relation humaine forte, même si, par exemple, j'adore la performance, j'adore échanger avec des gens qui ont des succès de dingue, quel que soit le domaine, hein, le sport, l'entreprise, le monde artistique et autres. Mais derrière tout ça, je peux passer une demi-heure à discuter avec une autre personne qui n'a pas du tout de succès et avoir autant de plaisir. Donc, j'aime les gens, j'aime la nature humaine. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, qui me nourrit énormément dans ma vie. Et j'en fais une valeur importante dans mes séminaires, de pouvoir être en lien quand c'est possible, parce que j'ai aussi des moments où ça ne l'est pas. Et puis, j'ai aussi des moments où j'ai besoin de me retrouver. Et puis, j'ai aussi des moments où j'ai besoin de couper, parce que j'adore le monde, mais j'adore aussi d'entendre me retrouver. J'adore aussi prendre du temps. Bref, j'essaie de jongler, tu vois, avec tous ces domaines. Ce qui m'intéresse pour moi, c'est cette diversité, cet équilibre. Et le seul indicateur qui me montre que je suis à ma place, c'est le plaisir et le kiff que je prends à être à la place où je suis, en fait. C'est ça mon indicateur. Voilà. Sachant que je suis quelqu'un qui aime en même temps la variété, donc j'adore la formation. Tu es toujours avec moi? Oui. Je ne sais pas si je parle tout seul ou si tu es encore là. Oui, c'est bon. Oui, je suis là. Il y a eu un petit challenge. Mais on t'a bien entendu. Paul, merci vraiment. C'est extra. Tout ce que tu nous as partagé là, c'est vraiment quelque chose d'assez formidable. J'aimerais te poser une question. Et c'est vraiment une question entrepreneuriale fondamentale pour moi. Quels sont les pièges à éviter pour toi en tant qu'entrepreneur quand on lance son activité? Alors, c'est une question qui est très large, parce que des pièges, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le premier, c'est de passer son temps sur des choses sur lesquelles on n'est pas bon. Donc, j'ai envie de dire, c'est déjà aller chercher ce sur quoi je suis bon, ce sur quoi je me fais plaisir, ce sur quoi je pétille, et puis apprendre à s'entourer de personnes qui vont prendre en charge les tâches qu'on n'aime pas prendre. Excellent. Ça, dès qu'on peut déléguer, c'est vraiment une chose très, très importante, parce que perdre son temps sur des choses voilà, c'est pas une bonne chose. Ensuite, la deuxième chose sur laquelle j'exerce, en tout cas, de plus en plus de vigilance, encore aujourd'hui, parce que c'est une tendance, moi je suis ouvert et très curieux, donc j'ai tendance à ouvrir des boucles parfois dans différents domaines, et je dirais que c'est se recentrer sur son essentiel. C'est-à-dire apprendre à dire non et de mettre son accent sur sa priorité. Quelle est ma priorité cette année et sur quoi je décide de construire, en fait. Et d'éviter de se disperser, parce que la dispersion, c'est pour moi la deuxième erreur la plus importante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux pour échouer à long terme que d'avoir perdu son temps dans différentes directions. Donc au début, c'est bien de s'ouvrir à différentes choses quand on est en phase de recherche. Tu vois, par exemple, prenons le développement personnel, c'est bien de s'ouvrir à différentes approches. Mais il y a un moment donné où, quand on a été accroché par une chose, ce qui paye, c'est la profondeur. Voilà. Moi, je dis toujours que le succès, encore une fois, c'est une succession d'actions orientées dans la même direction. Si je veux, par exemple, faire de la musique et que j'ai 10 ans pour devenir bon,
mieux vaut que je travaille un seul instrument pendant 10 ans qu'un instrument tous les ans. Même si la variété stimule, la réalité, c'est que la variété, si on veut construire et se développer, aller dans la profondeur, c'est pour moi la clé. Donc la deuxième clé, ce serait peut-être d'éviter la dispersion. Ça, c'est le point important. La troisième, c'est voilà, au-delà du plaisir qu'on prend et de la capacité à déléguer ce qui ne va pas, de rester dans l'axe. Je dirais que s'il y avait une troisième chose, c'est de bien s'entourer. Parce que seul, on dit que parfois on va plus vite. Moi, je crois que seul, on va plus vite et plus loin. Je le disais d'ailleurs dans l'introduction de la vidéo. C'est-à-dire que s'entourer de personnes qui vont… alors, il y a différents types de… J'ai encore quelques minutes là. Bien sûr, Paul. Allons-y. Si vous voulez bien vous entourer, tu sais, dans le développement, quel qu'il soit, la première chose, c'est de devenir responsable. La deuxième chose, c'est de définir sa mission. Pour qui et pourquoi et qu'est-ce que j'ai envie de privilégier. La troisième, c'est créer une équipe, créer un environnement qui soit adapté. Et pour mettre peut-être ouvrir un peu le tiroir de l'environnement dans la dynamique de groupe, c'est d'être soutenu par des gens qui ont un regard bienveillant sur soi. Ça, c'est très important. On trouve ça beaucoup aujourd'hui dans les masterminds. La bienveillance, ça veut dire c'est l'idée qu'on peut tout poser. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de valeur, on est dans une intimité. Et avoir des gens avec qui je peux tout poser, c'est très important. Le deuxième, c'est des personnes qui m'inspirent et tout le monde devient inspirant dans une dynamique collective. Bien sûr, il y a ceux qui sont devant, qui sont un peu des mentors, des gens comme ça. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a plein de personnes qui nous inspirent parce que dans leur quotidien, eh bien, on les voit se transformer, on les voit avancer. Et ça, c'est très inspirant d'être entouré de gens qui sont inspirants par leur démarche. La troisième chose, c'est le soutien. Parce que c'est la tendance qu'on a, c'est que dès qu'on a des problèmes, en général, on s'isole. C'est le facteur premier du système humain. Et quand je ne suis pas bien, je me coupe, je m'isole, je rentre un peu dans la dévalorisation parfois. Alors que l'inverse, c'est très important, c'est d'avoir le soutien et l'interaction avec des personnes. Alors, être soutenu et soutenir, ça, c'est vraiment fort dans une dynamique. Et puis voilà, être en lien avec à la fois des personnes bienveillantes, avec des gens qui vont me faire évoluer sur mes comportements, qui sont authentiques, qui savent me dire quand ça ne va pas, que ça ne va pas, et du coup qui m'invitent à grandir, des gens qui m'enseignent, des gens qui m'inspirent, des gens qui parfois vont m'aider aussi à aller connecter au sens profond de qui je suis et pour quelles raisons finalement je vibre autour de telle ou telle démarche ou telle activité. Voilà. Donc, je crois que ça, c'est la force d'un collectif. Mais bon, j'ai grandi en communauté, donc je peux pas avoir un autre discours que celui-là. Mais je crois que tous les moments où j'ai pris de l'accélération dans ma vie, bien sûr qu'au départ, il y a quelque chose qui s'allume à l'intérieur, qui est intrinsèque, mais après, la véritable force, on l'a dans l'interaction qu'on a avec les personnes qu'on rencontre et avec les personnes avec lesquelles on avance. Ça, c'est très important. Super, Paul. Merci pour ce partage et ta générosité. Pour être sincère, je ne m'attendais pas à ce que tu nous donnes autant et ça ne m'étonne pas de toi. Vraiment, cette générosité et je compte que tout le monde a bien noté des informations qui étaient très, très intéressantes, très, très importantes pour nous tous, entrepreneurs, auto-entrepreneurs, solopreneurs, des gens qui veulent simplement lancer leur activité ou qui pensent à le faire. Merci, Paul, à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Paul? Est-ce que tu as un site, certainement? Alors, en dessous, j'ai mis fondateur Paul Pironet Institut France. Si on tape Paul Pironet Institut France, on tombe sur ton site? Alors, c'est très simple. Ceux qui voudraient en découvrir un peu davantage, tapez Paul Pironet sur Google. Et là, vous avez le choix entre les réseaux sociaux, le site internet, les chaînes YouTube et tout le bazar. J'ai énormément de contenu en ligne. Donc, voilà, vous pouvez nous retrouver assez facilement. Et voilà, et merci aussi pour finir aussi de ta démarche. Vous êtes né pour réussir, j'adore ton titre là qui est derrière. Moi je dis, vous êtes né pour réussir et pour briller. Briller de ce que vous êtes, briller de votre unicité, de votre dimension artistique. Et quand vous pouvez la mettre au service du monde, du coup, c'est clair que vous allez découvrir la puissance de ce que c'est que de réussir. Et c'est réussir en contribuant à son environnement, parce que je crois qu'on ne peut pas grandir sans son environnement. Et merci en tout cas à toi d'abord de cette invitation. Je suis très honoré et puis de participer à ce mouvement. Et je sais que tu fais beaucoup de choses dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, je ne peux inciter que les personnes qui te suivent à continuer à te suivre pour le remarquable travail que tu proposes. Merci beaucoup, Paul. Si tu avais un dernier mot à dire à nos auditeurs et nos internautes, une dernière phrase. Vous êtes né pour réussir et pour briller, donc perdez pas votre temps et avancez dans cette direction.
Merci beaucoup, Paul. Merci à toi. Merci pour ton temps. Bonne continuation, parce que je sais que tu as beaucoup d'événements en ce moment et que la reprise est là. Donc, on est très contents. J'espère qu'on se retrouvera, nous, bientôt pour différents événements et différents modules avec grand plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup. À très bientôt, Toi Paul. et au grand plaisir. Merci Mathieu. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis pour cet nouvel épisode, ce nouveau numéro de Né pour réussir. Vous avez vu tout ce que vous a donné, Paul. C'était assez incroyable. Quelle générosité, quel temps, tout ce qu'il nous a donné, c'est fabuleux. J'étais j'avais vraiment envie d'inviter Paul Pironnet dans cette émission parce que aujourd'hui, vous savez que c'est vraiment un levier qui peut vous permettre, la PNL est vraiment un levier qui peut vous permettre de développer votre business. Et je l'ai fait vraiment de bon cœur et je voulais vous aider à développer votre activité. Voilà les masters entrepreneurs, voilà les amis. N'hésitez pas pour ceux qui veulent continuer, vous avez toujours la formation First Step qui est en ligne. Vous allez sur mathieuNadal.com, MN Marketing. Vous avez la formation First Step qui est là. Vous allez directement dessus et vous pouvez vous connecter. Je vous dis à très très bientôt. Likez la page, abonnez-vous pour recevoir le prochain événement. On va avoir des invités cette année assez incroyables, aussi incroyables que Paul, et on pourra échanger ensemble sur différentes thématiques, la motivation, l'action, l'entrepreneuriat, le développement personnel et autres. Je vous dis à très bientôt les amis et n'oubliez pas, vivez entrepreneur.